Pas bien. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bonne année à toi. Bonne année à toi. Oui, merci. T'as-tu eu des belles vacances? Oui, reposante, relax à la maison. Je me suis pas retrouvé dans les aéroports. Peut-être que c'était mieux comme ça. C'est ça que je me suis dit. Donc, tu es resté au Québec. Alors, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Monsieur Trudeau, qui serait sur le point d'arriver à Mexico pour le sommet des dirigeants nord-américains. Il y a plusieurs sujets là, qui retiennent l'attention pendant qu'on voit des images. Je pense qu'elles nous proviennent en direct. Oui, en direct. Protectionnisme, Mario, immigration, lien avec la Chine. Quel est, selon toi, le sujet qui va retenir l'attention à ce sommet qui est quand même de courte durée? Bien, politiquement, puis dans ce qui intéresse le public là, au Canada, aux États-Unis, c'est certain que la question des migrants puis des frontières, c'en est une sensible. Est-ce que c'en est une où on pourra régler beaucoup de choses? C'est que nous, il faut se placer, les Canadiens, dans l'esprit que pour Joe Biden, là, la frontière États-Unis-Mexique, là, ça, c'est un casse-tête épouvantable depuis des années. C'est des milliers et des milliers, là, quotidiennement, d'entrées potentielles. Alors, si tu parles à Joe Biden du chemin Roxham, c'est comme une petite fissure pour lui à l'autre bout du pays. C'est moins que rien, là, tu sais. Alors que pour nous, évidemment, au Canada, en particulier au Québec, parce que les migrants illégaux au Canada, ils arrivent au Québec. Ils arrivent à peu près tous, à quelques exceptions près. Ils arrivent tous par le chemin Roxham, ils arrivent au Québec. Alors ça va être un peu le défi de M. Trudeau. Dans ce grand dossier. Puis même le Mexique a ce dossier-là des migrants, parce que les migrants qui arrivent à la frontière américaine, c'est pas tous des Mexicains, en fait. Je dirais aujourd'hui, en 2022, là, en 2023, pardon, c'est principalement plus des Mexicains. Ils arrivent du Venezuela, ils arrivent du Honduras, ils arrivent du Salvador, ils arrivent d'autres pays, et donc traversent la frontière, traversent le Mexique, traversent la frontière sud du Mexique, traversent le Mexique au complet, veulent ensuite entrer aux États-Unis. Donc ça, c'est un enjeu. Et nous, donc le défi pour M. Trudeau, j'allais dire, dans tout ça, ça va être d'attirer l'attention, de dire, ouais, dans le dossier des frontières et des migrants, nous autres aussi au Canada, là, l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, elle fait plus vraiment notre affaire, elle nous cause des problèmes, etc. L'autre grand sujet, c'est certain que c'est l'économie là, en général. Les trois pays ont été frappés par l'inflation et on commence l'année avec l'idée qu'en Amérique du Nord, il y aura probablement une récession. Les Américains, eux, ont déjà donné leur grand coup là, au niveau d'action économique, leur loi anti-inflation, une loi là, qui... On appelle ça une loi, mais ce sont des investissements. C'est une loi par laquelle le gouvernement fédéral américain investit massivement dans des secteurs comme le développement des énergies propres, les batteries, etc. Alors là, il y a un intérêt du côté canadien. On se dit, ouais, on pourra en profiter parce que nous, on joue dans ça. Là, on pourra avoir des fournisseurs. Jusqu'où va aller le protectionnisme des uns et des autres? Et c'est là qu'il y a des... C'est là, je pense qu'il va y avoir des discussions. Donc, comment on peut relancer l'économie, éviter le pire de la récession avec des actions gouvernementales coordonnées? Bon, l'avion du gouvernement du Canada vient tout juste d'atterrir. La porte devrait s'ouvrir lorsqu'on va arrimer l'escalier avec la porte, Mario. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, l'escalier n'est pas devant la porte. Là. Non, J'espère que M. Trudeau ne sortira pas tout de suite. Tu ouvres la porte, il n'y a pas d'escalier, ça va pas bien. Quel est le poids réel du Canada? Parce que on s'entend que le sujet principal, ça risque d'être la frontière entre le Mexique et les États-Unis, Mario. Comme tu disais, M. Trudeau doit attirer l'attention du président Biden pour parler du chemin Roxham pour renégocier cette entente sur les tiers pays sûrs. Ouais. Le poids du Canada. Le poids du Canada, il est réel. Là. Je veux dire, c'est une entente à trois, puis le Canada est quand même un grand pays. Mais sais-tu, quand tu poses cette question-là, c'est une question qui est fort intéressante parce que si on se projette dans l'avenir, pour l'instant, l'économie canadienne, là, les États-Unis, c'est plus gros, mais l'économie canadienne, c'est comparable à l'économie mexicaine. Parce que même si on est moins de population, je veux dire, le PIB par habitant, la richesse par habitant au Canada est beaucoup plus grande qu'au Mexique. Mais je sais pas si tu as vu les pronostics là-dessus. Je veux dire, le rang des pays dans le monde. Là. Le Mexique est un pays en forte croissance. Le Canada est un pays, qui décroît pas, qui continue à croître, mais pas tant que ça en population. Alors, le Mexique va largement dépasser le Canada. Là. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans cette entente à trois, là, l'Amérique du Nord, le Canada va être le petit joueur. Encore aujourd'hui, je dirais le Canada a une certaine voix. Je pense que M. Trudeau a quand même une bonne relation avec M. Biden, etc.
Mais il faut penser que le poids du Canada va décroître. Et le poids du Mexique, ça va devenir de plus en plus, avec les États-Unis, après les États-Unis, le gros joueur de l'Amérique du Nord, ça va devenir le Mexique, qui va devenir un pays plus puissant, plus riche que le Canada. Pas nécessairement plus riche par habitant, mais compte tenu de la grosseur du pays, la population du pays, globalement plus riche. C'est ça qui s'en vient d'ici 2050. M. Trudeau qui veut accueillir 500 000 immigrants en 2025. Bon, ça, c'est une autre affaire. Le Canada, pour contrebalancer ce que je viens de faire, il y a cette histoire, le Century Initiative, de dire au Canada, on va recevoir tellement d'immigration qu'on va être 100 millions de population en 2100. Est-ce que ça, là, on entre dans d'autres enjeux qu'on a déjà discutés ensemble, culturellement, puis est-ce que c'est faisable pour le Québec d'accueillir de l'immigration à ce rythme-là puis de penser qu'on va continuer à parler français? Ça, c'est la complexité, là. Mario, la porte devrait s'ouvrir imminemment puisqu'on a arrimé l'escalier avec la porte. Je ne sais pas si c'est possible de garder ces images-là. Je pose la question à notre réalisateur. La réponse est oui. On va poursuivre dans la discussion avec le gouvernement fédéral, mais concernant les avions, les 88 avions de chasse F-35, coût 19 milliards de dollars. On va écouter ensemble, Mario, ce que M. Trudeau avait dit en 2015 sur les mêmes avions. Nous n'achèterons pas les avions de combat F-35. Bon, évidemment, en 2015, le contexte mondial était bien différent qu'aujourd'hui, mais est-ce que M. Trudeau a eu raison de changer d'idée, selon toi, Mario? Est-ce qu'il avait eu raison de faire ce triste spectacle en 2015? Oui. Le Parti libéral du Canada, qui a gouverné plus souvent qu'à son tour dans le dernier siècle au Canada, a eu cette fâcheuse habitude, l'ont fait à répétition, d'utiliser les dossiers militaires à des fins politiques pour gagner des campagnes électorales. Bien, ça marche, ça attire le vote. On ne peut pas ne pas se souvenir de Jean Chrétien et du dossier des hélicoptères. Une catastrophe, là, vraiment. Et là, maintenant, M. Trudeau, dans le dossier des F-35, parce que là, on a écouté un petit extrait en français. En anglais, il s'était épanché là-dessus. Il avait fait rire le monde. C'était le pire achat. Ça n'avait aucun bon sens, ces avions-là. Ils ne pouvaient pas nous permettre de couvrir le nord canadien, etc. Ça avait tous les défauts. Coûtait beaucoup trop cher. Imagine, avec l'inflation, on les paye bien plus cher qu'à l'époque. Et donc... Ça fait presque 20 ans que la saga perdure, que l'analyse est faite. Et le gouvernement Harper avait tranché. C'était réglé, cette affaire-là. C'était décidé. Ça avait été, le contrat avait été donné au début de la décennie précédente, en 2010. Et donc, pourquoi avoir annulé ça et revenir début 2023 avec la même décision? Sincèrement, c'est plutôt gênant. Et c'est pour ça, je pense, on l'a pas fait en grande pompe. Là. C'était la ministre Annan dans une espèce de petite conférence de presse. Elle était dans un bureau là, en Zoom, là, une conférence de presse en visioconférence. Alors, j'ai l'impression que c'est pour ça. Parce que normalement, un investissement aussi important pour l'armée canadienne, ça aurait pu être fait en grande pompe. Mais là, le gouvernement Trudeau, c'était gênant là, comme annonce. C'est comme un mauvais moment à passer en début d'année, là, quand on faut qu'on pile sur notre peinture, puis on va passer sur celle-là. Mais si c'était la première fois, on dirait, bon, c'est un accident, ils ont pensé que... Mais c'est à répétition dans son histoire que le Parti libéral du Canada fait de la petite politique électorale sur des questions... Écoute, il y a des questions de politique, mais faire de la partisanerie avec les achats militaires, sincèrement, puis après... Bon, à la limite, s'ils avaient raison, mais à chaque fois, être obligé de se dédire, hey, l'annulation du contrat des hélicoptères pour finir par acheter les mêmes. C'est incroyable ce que Jean Chrétien avait fait. Mais sans ça, c'est difficile. Le Parti libéral est tellement fort, tellement habile, ils s'en sortent, ils sont jamais critiqués. Puis Jean Chrétien, là, dans l'ensemble de sa carrière, les hélicoptères, ça a passé. Il a gaspillé quelques milliards, là, tu sais, pour une campagne électorale, c'est pas... Parce que c'est pas... Tu sais, des fois, on dit, les promesses électorales sont pas respectées, mais des fois, c'est du change, des petits montants ou des affaires, ça nous écarte, les contribuables. Mais là, c'est des milliards à l'eau, là. C'est comme, pas des petites gaffes, c'est des gaffes. C'est probablement pas... Tu sais, de niaiser avec les contrats militaires, c'est probablement les plus grosses gaffes en termes d'administration de fonds publics qu'on puisse imaginer. Revenons, Mario, sur ces attaques là, qui sont survenues hier au Brésil. Palais présidentiel a été attaqué, la Cour suprême, le Congrès. Ça nous rappelle évidemment cette attaque à l'endroit du Capitole aux États-Unis en 2021. Cette frange radicale là, qui s'attaque aux institutions quand ils sont mécontents des résultats. Est-ce que ça t'inquiète, toi? Bien, c'est certain que ça inquiète, mais en fait, c'est parce qu'on parle d'une frange. Moi,
Je peux pas faire porter le chapeau par ces gens. Les gens deviennent militants, ils deviennent partisans, ils aiment un chef, ils aiment une cause, ils sont sûrs d'avoir raison, c'est normal, c'est vrai dans toutes les démocraties. C'est surtout un rappel que c'est le rôle des leaders politiques, d'avoir des leaders politiques responsables. Et une des choses d'un leader politique responsable, ben, c'est d'accepter la démocratie dans son ensemble. Et la position qu'ont pris autant Donald Trump que Jair Bolsonaro, essentiellement, c'est de dire, moi, je crois à la démocratie si je gagne. Si je gagne, là, tout est correct, les règles du jeu sont bonnes, tout est conforme. Mais si je perds, non. Là, si je perds, là, c'est truqué, puis c'est arrangé, puis là, la démocratie a été faussée. Ça n'a pas d'allure comme position. Et c'est dans t'es à deux mains dans la destruction des institutions. Et c'est pas un hasard. Aujourd'hui, il faut bien écouter ce qu'ils demandent les partisans de Bolsonaro. Ils demandent que l'armée le remette en place, là. Mais ça, c'est quoi, Julie, un pays où l'armée défait ce que l'électorat a voté? C'est un coup d'État, là. Ouais. Un coup d'État militaire. Mais c'est ce que veulent les gens de Bolsonaro. Mais eux, ce matin, je recevais un journaliste du Brésil, il dit, les gens de Bolsonaro, quand ils sont sondés par un sondeur, là, ils se décrivent comme des démocrates. Ils disent, non, nous, on est des démocrates. Par contre, ils disent, la vraie démocratie, c'est quand Bolsonaro gagne. Et Quand leur gars gagne, inactif, la démocratie là. va bien être en santé, mais ils n'acceptent plus le verdict démocratique parce que c'est ça, parce qu'ils se sont en fait embarqués, un peu comme Trump, là, où ses partisans ont été embarqués dans un discours où il n'y a plus de démocratie, il y a le bien et le mal. Trump, c'est le bien, tout le reste, c'est le mal. Puis si la majorité voit pas ça ou comprend pas ça, ben à la limite, faut que des forces occultes s'en mêlent ou que l'armée s'en mêle. Des gens qui acceptent plus la démocratie dans ce cas-là de noble. Alors, on attend toujours la sortie de M. Trudeau. Ça doit se faire dans les prochaines minutes. D'ailleurs, les trois dirigeants, M. Trudeau, le président mexicain, le président Biden, qui ont dénoncé ces attaques qui ont été perpétrées hier à Brasilia, la capitale du Brésil. Alors, on surveille ça pour vous. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Savoir et comprendre.